Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Israël règle ses comptes avec le chef du Hamas, Yahya Sinwar. Voilà ce que déclare le général Herzi Halevi, le chef d'état-major de l'armée, qui dit que la guerre ne s'arrêtera pas avant la capture de tous les auteurs de cette attaque sanglante. Parallèlement, l'armée israélienne qui annonce la mort de 5 de ses soldats dans le sud du Liban, puisqu'il y a l'autre front évidemment de l'autre côté du pays avec le sud Liban et le Hezbollah. Je vous propose d'écouter la toute dernière déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, comme nous l'avions promis, nous lui avons réglé son compte. Le mal a pris un coup sévère, mais la tâche qui nous attend n'est pas encore terminée. À toutes les familles des otages, je dis, c'est un moment important de la guerre. Nous continuerons de toutes nos forces jusqu'au retour de tous vos proches, qui sont nos proches. Voilà, on pense bien sûr aux otages. Emmanuel Macron aussi a fait une déclaration en disant que voilà, on attendait la libération des otages, Nathan Dever. On pense à toutes les victimes de Sinwar, et elles sont nombreuses. Il ne faut jamais se réjouir de la mort. Et même avant le 7 octobre. Et même avant le 7 octobre. Des milliers et des milliers de personnes. Bien sûr, et de tous les côtés. J'allais y venir. Il ne faut jamais évidemment se réjouir de la mort d'un homme quand on est civilisé, mais on peut dire qu'aujourd'hui, un des plus grands criminels de notre époque est mort. Quelqu'un qui a été l'auteur, le cerveau, le commanditaire des attentats les plus barbares de ces dernières années, des journées noires du 7 octobre, qui les a fait. Vous savez, il y a quelque temps, la presse française en a un peu parlé, mais la presse allemande avait révélé la chose. Israël avait trouvé des documents à Gaza de la main de monsieur Sinwar sur la manière dont il avait pensé le 7 octobre. Et Sinwar, qui est quelqu'un qui parlait hébreu, qui connaissait très bien la société israélienne, avait, avec énormément d'intelligence, une forme de génie du mal, conçu ces attentats pour qu'ils puissent réactiver tous les traumatismes de la société israélienne, traumatisme de la guerre de Kippour, traumatisme de la prise d'otage de 1972 à Munich, traumatisme évidemment de la mémoire juive, des pogroms, de la Shoah par balle, traumatisme des viols et traumatisme des otages, pour, si vous voulez, créer une sorte de tension dans la société israélienne. Il avait calculé tout ça, entre guillemets, très bien, si tant est qu'on puisse bien faire le mal. La deuxième chose, c'est qu'en effet, Sinwar, c'est quelqu'un qui a décidé, en tant que chef politique, de plonger son propre peuple dans un chaos, dans une nuit, dans un mélange de sang, de malheur et de cendres. C'est, si vous voulez, quelqu'un qui était dans une politique du nihilisme total, où plus il y avait de civils qui mouraient de son propre camp, et bien plus il se réjouissait parce qu'il estimait, disait-il, comme M. Haniyeh, que c'était le carburant, que le sang des siens, le sang de ses propres civils, était le carburant de sa cause politique. Donc c'est ça qui est mort aujourd'hui à Gaza. Et peut-être une dernière chose qu'on peut rappeler, c'est que Sinwar a été longtemps prisonnier en Israël, et qu'il avait eu un cancer du cerveau, et qu'il avait été guéri par un médecin israélien qui lui avait sauvé la vie, médecin dont la fille ou la nièce, je ne me souviens plus, mais une des vraiment proches, était morte le 7 octobre, tuée par les hommes de Sinwar. Et donc on a une pensée aujourd'hui pour toutes les personnes, quel que soit leur camp, à Gaza, en Israël, qui ont été victimes, qui sont mortes ou qui ont eu la vie absolument détruite par le nihilisme islamiste de Sinwar. Jules Torres. Tout ce qu'a dit Nathan Dever est extrêmement important. Il a passé 20 ans en prison en Israël. Ouais. Sinwar, il a été libéré, je crois, en 2011 contre justement un soldat israélien. Donc c'est la raison pour laquelle il parlait hébreu, c'est la raison pour laquelle il connaissait, en effet, il a appris à connaître Israël, il a appris à connaître les traumatismes qui sont ceux aujourd'hui des Israéliens. Je ne sais pas si on doit se réjouir de sa mort, mais en tout cas, on doit se réjouir de sa mort pour une chose, c'est que c'est peut-être ce qui va nous amener à des négociations. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement l'un des chefs du Hamas, c'était un islamiste et qui plus est nationaliste. Et c'est très important car lui, il s'en fichait de savoir ce que l'Iran voulait faire dans la région, de savoir ce que le Qatar voulait faire dans la région, de savoir ce que la Turquie voulait faire. Lui, il était plutôt proche de l'Égypte, qui est l'une des moins présentes, si je puis dire, dans le conflit, en tout cas depuis le 7 octobre. Donc la balle finalement aujourd'hui est dans le camp de Netanyahou, qui dit que rien ne se passera tant que les otages, rien ne se calmera tant que les otages ne seront pas libérés. Mais la vraie question pour Netanyahou aujourd'hui, c'est que il vient de gagner la guerre. La guerre, elle est quasiment gagnée. Mais en revanche, il va falloir trouver une solution politique à faire avec Gaza, parce qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. D'autant qu'il a réussi à couper la tête chiite du Hezbollah et la tête sunnite du Hamas.
la fiche de poste au sein du Hamas est de plus en plus faible, hein, c'est-à-dire qu'il reste quasiment seulement le frère de Sinwar, Mohamed Sinwar, qui est moins a priori talentueux, moins diplomate que son frère. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on sort de cette guerre, comment on offre un avenir, que ce soit aux Israéliens et aux Palestiniens. Et ça, je crois qu'après cette mort de monsieur Sinwar, la balle est vraiment dans le camp de Benyamin Netanyahou. Nathan Devers, les Palestiniens aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chance qu'ils se détachent de ce joug du Hamas? Est-ce que l'OLP, qui est encore présente dans une petite partie de la population, pourrait former, en tout cas provoquer des Palestiniens modérés avec une solution à 2 États comme on le souhaite? Je pense qu'il y a 2 sujets, parce que le Gaza et la Cisjordanie ne vivent pas du tout la même situation. Gaza, quand il y avait eu le retrait israélien en 2005, à l'époque, le rêve des Israéliens, des Palestiniens, enfin en tout cas même de la communauté internationale, c'était, disait-on jadis, que Gaza devienne le nouveau Singapour, un Singapour du Moyen-Orient. Il y avait eu des élections législatives qui avaient été d'ailleurs très surveillées, il n'y avait pas eu de triche lors de ces élections, surveillées par beaucoup à l'international, et le Hamas les avait gagnées. Le Parlement de Ramallah avait fermé, parce que l'autorité palestinienne n'avait évidemment pas voulu donner, et on comprend très bien pourquoi, le pouvoir au Hamas, et le Hamas avait pris violemment le pouvoir par les armes à Gaza. Et depuis, il tuait systématiquement les opposants, les homosexuels, les gens qui étaient soupçonnés d'avoir des liens avec Israël, etc., etc. Il faut souhaiter que du côté de Gaza, demain, il y ait une reconstruction, peut-être avec des aides économiques, peut-être avec des influences politiques de pays arabes de la région, et qu'il y ait une reconstruction sans cet islamisme. La Cisjordanie, là où la chose est radicalement différente, c'est que l'autorité palestinienne, si on se remet dans le monde d'avant le 7 octobre, était dans une sorte de faiblesse et d'impuissance totale face au grignotage du territoire palestinien. Donc évidemment, les Palestiniens se retrouvaient dans une solitude absolue, où d'un côté, ils voyaient leur territoire être réduit à peau de chagrin, avec l'absence de continuité territoriale, c'est ça le projet de la colonisation de Netanyahou, c'est de rendre impossible l'idée d'une Palestine demain. Ils voyaient la Palestine disparaître, je dirais, sur la carte internationale, puisque dans les accords Abraham, cette paix entre Israël et un certain nombre de pays sunnites, eh bien, la Palestine n'était même pas consultée dans le cadre de ces accords Abraham, et ils voyaient leur autorité être complètement impuissante. Et avec un blocage politique, parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis les fameuses élections de 2006. Donc il faut espérer demain qu'il y ait un pouvoir à Ramallah qui soit moins corrompu, qui soit moins bloqué politiquement, qui soit évidemment pas islamiste, et qui puisse mieux défendre, je dirais, la cause qui est la sienne. Raison pour laquelle, me semble-t-il, le véritable centre de gravité du conflit israélo-palestinien n'est pas du tout à Gaza, même si ça c'est le centre de gravité humanitaire, parce que c'est le cœur de tous les drames, mais qu'il est plutôt du côté de Ramallah. En tout cas, l'opinion internationale compte. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a envoyé des messages. Encore une fois, je le disais, il appelle à la libération des otages qui sont là, auxquels on pense, évidemment. Emmanuel Macron qui n'avait pas du tout les mêmes mots il y a encore quelques jours à propos de la création d'Israël, puisqu'il disait, parce que Tsahal avait visé des soldats, en tout cas avait blessé accidentellement des casques bleus de la FINUL au Liban, avait dit que monsieur Benyamin Netanyahou devrait se souvenir que l'État d'Israël est la résultante d'une décision de l'ONU, ce à quoi Benyamin Netanyahou avait dit que c'était surtout une guerre d'indépendance qui avait eu lieu pour la création d'Israël. Écoutez ce matin Gérard Larcher, le président du Sénat, sur ces propos d'Emmanuel Macron. J'ai été stupéfait que ces propos puissent être tenus. C'est d'abord une méconnaissance de l'histoire, de la naissance de l'État d'Israël. Naissance qui n'est pas venue comme un acte notarié, uniquement constaté par l'ONU. Mais de quoi vous le soupçonnez, je ne soupçonne de rien. Je dis... Oui. Que le droit à l'existence d'Israël n'est pas discutable, ni négociable. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il peut remettre en cause la légitimité de l'État hébreu par cette déclaration. Il y a comme un doute. Il y a comme un doute, dit Gérard Larcher. Vous avez été surpris, Nathan Devers ? Alors, évidemment que, comme toujours dans ce genre de déclaration, il y a un petit mélange de vrai et de faux. Ça veut dire que si l'ONU avait voté contre l'existence d'Israël en 1947, on peut toujours faire l'histoire avec des si, mais peut-être que, probablement que la suite aurait été différente. Mais en tout cas, il est évident que Emmanuel Macron sous-entendait qu'Israël était une sorte d'artefact politique. Un pays qui a été créé comme ça par décision de l'ONU, ça sous-entend qu'il peut aussi être détruit
par décision de l'ONU parce qu'il n'a pas un véritable lien avec son territoire, avec son histoire et qui ne repose pas sur quelque chose de concret. En cela, la déclaration était choquante et il y avait d'autres manières de critiquer Netanyahou. Jules Torres. Non, mais d'autant plus que l'ONU aujourd'hui n'est plus du tout quelque chose qui est reconnu, en tout cas si par la communauté internationale, mais par un certain nombre d'observateurs. Elle est complètement disqualifiée, elle n'a plus aucune légitimité. Antonio Guterres est persona non grata, le secrétaire général des Nations Unies est persona non grata en Israël après plusieurs polémiques, plusieurs déclarations qui ont montré non pas qu'il était un soutien du Hamas ou du Hezbollah, bien sûr, mais qui en tout cas n'allaient pas, à mon avis, assez dans le sens d'Israël. Et puis, je veux bien parler d'Emmanuel Macron, mais il faut quand même savoir que son pays, la France, depuis 7 ans, est quasiment condamné tous les ans par l'ONU. Condamné pour les violences sexistes, condamné pour racisme, condamné pour les violences policières. Tous les ans, l'ONU condamne la France. Donc Emmanuel Macron, il doit accepter quoi? Que la France est un pays qui est violent envers les femmes, que la France est un pays raciste, que la France est un pays où il y a un racisme systémique et des violences policières systémiques. Non, donc voilà, Benjamin Netanyahou est dans son bon droit de critiquer l'ONU. 20h43, on va marquer une pause. Dans un instant, on revient avec Nathan Dever et Jules Torres. On entendra le ministre des Affaires étrangères qui dit que c'est un coup fatal porté au Hamas. À tout de suite sur Europe 1.